et bienvenue au cycle de lecture des radios l'Allemagne. Je suis votre présentateur Alain Ramirez. Alors aujourd'hui, ça va être une émission un peu particulière parce que, en fait, on était en train de ranger des cartons et dans 5 cartons, on a trouvé une petite boîte en bois avec plein de choses dedans, dont ça. On ne sait pas vraiment ce que c'est. C'est marqué La vie des termites. La vie des termites, bon. Colonisation de l'œuvre de Maurice Maeterlinck par Julien Le Gargasson. Bon. Ah, et une autre chose, lu par Odile Lauria. Ok, donc bon, La vie des termites, Maeterlinck, Le Gargasson, Lauria. On va découvrir ça ensemble. Bon visionnage. Les années apprennent peu à peu à tout homme que la vérité seule est merveilleuse. Seuls les faits strictement exposés et les réflexions sobrement, nettement formulées ont chance d'avoir demain à peu près le même aspect qu'aujourd'hui. Seule l'interprétation de faits nous appartient plus ou moins. Il vous appartient d'en tirer des conclusions tout à fait différentes. C'est, du reste, la seule chose qui appartient à l'historien est la monographie d'un insecte, surtout d'un insecte si singulier. N'est en somme que l'histoire d'une peuplade inconnue. Une peuplade qui semble par moments originaire d'une autre planète. Ici, c'est l'enfer. Tout est ténèbres, oppression souterraine, âpreté, avarice sordide et ordurière, atmosphère de cachot, de bagne et de sépulcre, mais aussi au sommet, sacrifice complet, héroïque et presque infini. Une destinée qui préfigure peut-être du train dont nous allons, et si nous ne réagissons pas avant qu'il ne soit trop tard, celle qui nous attend. Il existe une race de termites européens, très petits et probablement dégénérés. Ils ne dépassent pas la taille d'une petite fourmi et sont fragiles, minables, peu nombreux, inoffensifs et presque sans défense. Le termite ne construit pas comme nous ses maisons du dehors, mais du dedans. Non seulement étant aveugle, il ne voit pas ce qu'il édifie, mais même s'il voyait, ne sortant jamais, il ne pourrait s'en rendre compte. Car le termite est un insecte souterrain. Il s'enfonce dans le sol, le creuse. Il n'y a pas d'héritage. Tout est à gagner, tout est à construire. Oh, bien sûr, nous sommes assis sur un vieil empire, c'est un héritage. Comme un vieux volcan, on peut le gravir. Mais en haut, on ne trouve qu'un vieux cratère qui ne fume plus depuis longtemps. Nous ne sommes jamais sûrs qu'il ne puisse jamais se réveiller, mais soyons sérieux. Les termites ne quittent jamais les chaudes et humides ténèbres de leur tombeau. Ils ne cheminent jamais à découvert et naissent, vivent et meurent sans voir la lumière du jour. Quand un termite a quelque classe qui appartiennent à faim, il donne un coup d'antenne à l'ouvrier qui passe. Aussitôt celui-ci se retourne et lui cède généreusement ce qui contient son intestin. C'est le communisme intégral, le communisme de l'œsophage et des entrailles, poussé jusqu'à la coprophagie collective. Rien ne se perd dans la sinistre et prospère république où se réalise, au point de vue économique,
le sordide idéal que la nature semble nous proposer. Si quelqu'un change de peau, sa défroque est immédiatement dévorée. Si quelqu'un meurt, ouvrier, roi, reine ou guerrier, le cadavre est à l'instant consommé par les survivants. Nul déchet. Le nettoyage est automatique et toujours profitable. Tout est bon, rien ne traîne, tout est comestible, tout est cellulose et les excréments sont réutilisés presque à l'infini. Oui, presque indéfiniment. L'évolution nous amène vers de plus en plus de vitesse et de complexité face à la lenteur et au poids des âges originels. Celle-ci appelle chez nous à plus d'automatisme, de productivité, de flexibilité. Partons. Moins de lenteur, de réflexion, de métaphysique. Dieu nous manque. Les dieux nous manquent. Nous savons courir à notre perte. C'est cela notre destin. Y aura-t-il une salvation après notre explosion finale? Une autre espèce nous observant? La liste de leurs crimes est infinie. Ils rendent incultivables les terres. Rien n'est à l'abri de leur déprédation secrète qui ne se révèle qu'à l'instant du désastre. Arbres, meubles, maisons, ils perforent même le plan pour tout dévorer. En 1809, les Antilles françaises ne purent se défendre contre les Anglais parce que les termites avaient dévasté les magasins et rendu inutilisables les batteries et les munitions. Ce travail s'exécute en silence, et il n'est qu'une oreille avertie qui reconnaisse dans la nuit le bruit des millions de mâchoires qui dévorent la charpente d'une maison et présage sa ruine. La barrière du froid a jusqu'ici protégé l'Europe, mais il n'est pas certain qu'un animal aussi plastique, aussi prodigieusement transformable, ne réussisse pas à s'acclimater chez nous. Une mère qui projette ses fils dans un monde se détruisant. À qui puis-je m'adresser? À qui me plaindre? Plus de Dieu? Alors, qui sait? Qui a le pouvoir? À qui réclamer? Il ne me reste que mes yeux et mon esprit. Allez, mon esprit. Dis-moi ce qu'il faudrait faire. Une fois que nous aurons tout brûlé, le pétrole recouvrira tout. Les nuages s'éclairciront et rapidement, quelques millions d'années sous le soleil atomique, un homme apparaîtra nu, face à une mare, un lac, une mer. Il tiendra dans sa main un outil, une branche, en métal peut-être. Un autre sera là dans la forêt, maculé de boue et non de pétrole. Un arc et des flèches à la main. La forêt est la plaine. Sylvestre et nomade. Ils se sentiront, ils sauront l'existence de l'autre depuis toujours et ils devront s'entretuer. Car tel est le destin. Les deux forces éternelles, ce sont deux forces éternelles. Qui vaincra?
Je me le demande tous les jours. Je suis une mère. Non. Nous allons mourir. Alors, en philosophe, on se demande si la vie vaut d'être vécue. Et comment? On se demande ce qu'est la réalité. Toutes les choses, et ce qu'on ignore, le mystère, l'inconnu, on en tire des conclusions individuelles, parce que nous allons mourir. Chaque petit est différent, et chaque petit va mourir. Mon Dieu, faites que je ne le vois jamais. Il est assez inquiétant de constater que chaque fois que la nature donne à un être qui semble intelligent l'instinct social, en amplifiant, en organisant la vie en commun qui a pour point de départ la famille, les relations de mère à enfant, c'est pour le mener, à mesure que l'association se perfectionne, à un régime de plus en plus sévère, à une discipline, à des contraintes, à une tyrannie de plus en plus intolérante et intolérable, à une existence d'usine, de casernes ou de bagnes, sans loisir, sans relâche, utilisant impitoyablement, jusqu'à l'épuisement, jusqu'à la mort, toutes les forces de ses esclaves, exigeant le sacrifice et le malheur de tout son profit, son bonheur pour personne, afin de n'aboutir qu'à prolonger, à renouveler et à multiplier à l'horizon des siècles une sorte de désespoir commun. On dirait que ces cités d'insectes qui nous précèdent dans le temps ont voulu nous offrir une caricature, une parodie anticipée des paradis terrestres vers lesquels s'acheminent la plupart des peuples civilisés. Et l'on dirait surtout que la nature ne veut pas le bonheur. Ils avaient des ailes, ils n'en ont plus. Ils avaient des yeux, ils y ont renoncé. Ils avaient un sexe, ils l'ont sacrifié. En tout cas, lorsqu'ils auront gagné le point culminant de leur destinée, il adviendra ce qui toujours advient quand la nature a tiré d'une forme de vie tout ce qu'il pouvait obtenir. Un léger changement de la température détruira d'un seul coup ou en fort peu de temps toute l'espèce dont il ne restera que des vestiges fossilisés. Non, notre espèce ne disparaîtra pas. Nous sommes des rats ou des termites. Nos individus rêvent parfois de Prométhée, des connaissances et entrevoient un paradis. Mais nous ne ferons que nous déplacer, en suivant les courbes de température vers les forêts du Nord, la chaude Sibérie. Entendez-vous ces insectes si nombreux? Nous y travaillons tel que Sisyphe, tous les jours, reproduisant nos erreurs, nos gloires parfois, au milieu du bourdonnement des insectes.